Bonjour. Oui, alors cet examen des archives sur Sétif, en fait, je l'ai réalisé pour le journal pour lequel je travaille, le magazine Le Point, il y a 6 ans, à l'occasion de la sortie, je crois, d'un film. Et voyant la qualité des documents, avec une correspondante britannique, on a tiré un livre complet. Alors, il faut rappeler le contexte. Le 8 mai 1945, il y a encore en Algérie beaucoup de troupes alliées. Il y a encore beaucoup de troupes alliées, des Américains, des Anglais, des bases de la Royal Air Force, et même des Australiens qui se trouvent à Sétif même, dont le PC de commandement se trouve à Sétif. Le consul britannique à Alger s'appelle John Caldwell, c'est un diplomate expérimenté, il a 50 ans, il est arrivé quelques semaines après l'opération Torche, le débarquement allié en Afrique du Nord. Il a pris ses quartiers à Alger et c'est évidemment un observateur de premier ordre parce que pour les Britanniques, toute la suite de la guerre pendant ces 3 années-là achoppe beaucoup avec les Français sur des problèmes liés au Moyen-Orient. Au moment du 8 mai 1945, la France sort d'un affrontement, d'une répression menée en Syrie, qui a été assez rude à la suite des velléités d'indépendance des Syriens, et ce sont les Britanniques et les Américains qui ont réussi à apaiser la fureur du général de Gaulle. Il faut dire que le général de Gaulle, la Syrie lui a toujours posé un énorme problème depuis les affrontements qu'il y a eu à partir de 1941 entre Français libres, vichistes, le soutien des Anglais, de Vichy. Donc, quand on arrive le 8 mai 1945, d'abord, je reviens sur ce que disait le premier intervenant. Visiblement, dans les troupes françaises, il n'y en a plus beaucoup en Afrique du Nord. Énormément sont en Europe, et certaines en cours d'armement en France pour être envoyées pour la future occupation de l'Allemagne. Ce qui fait que dès les premiers moments de l'insurrection à Sétif, on va demander aux Français, aux Britanniques, de fournir du matériel. Alors, ils vont avoir une politique assez habile. Dès le premier jour, les avions de la Royal Air Force vont transporter 75 légionnaires depuis Sidi Bel Abbès jusqu'à la zone de la rébellion. On va ensuite demander aux Britanniques des bombes, parce qu'on n'a pas le matériel. Ils ne vont pas en donner, ils ne veulent pas, justement parce qu'ils se disent, si jamais on prête main à la rébellion, tous nos rapports, évidemment, avec les pays arabes vont s'en ressentir. Donc, ils ne le font pas. Ils vont, en revanche, ramener vers la France 1200 FFI qui étaient en cours d'intégration. Je crois, je m'avance un peu, mais je crois que c'est les troupes de Château-Jobert, de Conan, fameux, qui va revenir dans la région du Constantinois pour participer au maintien de l'ordre. Retour. Alors, ce que dit le consul général, la première information, c'est que tout le monde s'y attendait. C'est-à-dire qu'il le dit d'autant plus qu'il a 2 sources d'information. D'abord, les services secrets américains, qui ont fait une large étude sur la situation de l'Algérie à ce moment-là, et qui concluent plusieurs choses. D'abord, la défaite de juin 1940, pour, évidemment, les musulmans d'Algérie, c'est évidemment la preuve que la France peut être défaite. Deuxièmement, le débarquement allié en Afrique du Nord, c'est un vent de liberté qui suit pour les plus connectés d'entre eux le fait que Roosevelt et Churchill, avec la Charte de l'Atlantique, ont décidé que dans l'avenir, la décolonisation était en route et qu'on pouvait choisir son gouvernement. Tout cela a une influence considérable sur les milieux nationalistes, mais à la limite, moins que la situation qui a entraîné depuis des décennies des rébellions à répétition, et pour lesquels les Américains disent les choses simplement. Alors, évidemment, il faut bien noter que les propos des Britanniques, nos meilleurs ennemis, sont parfois assez terribles. Mais ils ont différentes visions. Il y a des gens au Foreign Office qui sont très durs avec les Français, et on verra que les propos du consul sont beaucoup plus mesurés parce qu'il est sur place, parce qu'il connaît plein d'interlocuteurs français, et qu'il arrive à faire la part des choses. Alors, le renseignement militaire américain l'a dit dès le début. La population, il y aura des troubles dès que les troupes. Alors ça, c'est daté donc
très vite en 1942. Il y aura des troupes, dès que les troupes britanniques et américaines quitteront le territoire algérien, les petits propriétaires français dans les environs d'Alger deviennent de plus en plus anxieux. La tension actuelle est avant tout due aux mauvaises conditions économiques. Parce qu'à ce moment-là, en Algérie, ça va très mal pour la population. Il y a eu un rationnement terrible. En même temps, le marché noir s'est développé, ce qui crée un chaos phénoménal. Et bien évidemment, la première raison, il y en a plusieurs, mais la première raison d'une émeute qui va se passer dans le Constantinois, c'est la situation économique de la population indigène. Voilà ce que dit le rapport. La population européenne d'Algérie, bien que minoritaire, occupe une position de supériorité économique, politique et sociale qui crée de sérieux problèmes économiques et politiques. La population arabe a un très faible niveau de vie et souffre d'exploitation et de discrimination généralisée qui constituent quelques-unes des principales causes du développement d'un mouvement nationaliste. Il faut ensuite un bilan des mouvements nationalistes qui date depuis 1930. Le point de vue des Français est dans l'ensemble que les Arabes sont une race inférieure dont les habitudes ne justifient pas l'application de normes européennes dans les affaires gouvernementales ou économiques. Les Français préconisent l'utilisation de la force avant de réprimer tout déclenchement de violence et des concessions limitées, ce qui laisserait inchangée leur hégémonie actuelle. Le mouvement nationaliste est aujourd'hui plus puissant qu'avant la guerre. Il existe un sérieux mécontentement et on s'attend globalement à des troubles mineurs au cours des prochains mois. Cependant, toute tentative de la part des musulmans d'utiliser la force échouera probablement à cause de leur faiblesse. Donc, ce que disent les Américains, c'est que la situation ne peut plus durer. Alors, il faut aussi remettre ça dans la volonté anticolonialiste des Américains. C'est sans doute par humanisme, c'est surtout parce que tous les marchés doivent s'ouvrir. Il y a quand même les Américains, c'est quand même ça la base. Et d'ailleurs, ça embête bien les Britanniques, mais des Britanniques qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus tenir l'Empire avec leurs faibles troupes. Ils sont déjà en train, en gros, de partir d'Inde. Et ce que dit très utilement, et c'est là où c'est très très intéressant, c'est la différence de vision de la colonisation des Britanniques et des Français. Et les Anglais s'y résolvent à grand-peine, parce que c'est tout l'Empire qui s'effondre, mais ils font une révision de leur politique qui consiste en fait, et il y a différents autres chapitres dans le livre sur la Malaisie, sur leur stratégie, c'est il faut faire monter les élites des différents pays pour les préparer à l'indépendance, étant donné qu'on sera les meilleurs clients de l'avenir, les meilleurs organisateurs, les meilleurs. C'est nous qui en tirerons le plus grand des bénéfices. C'est pas du tout la vision française. C'est pas du tout la vision française de l'époque. Et ce qu'ils disent sur cette différence est très intéressante. Ce qu'ils pensent, en fait, c'est que les Français veulent véritablement garder la main sur les territoires, et ça, les Britanniques ont du mal à le comprendre. Enfin, ils le comprennent parce qu'il y a une population européenne très forte, mais eux-mêmes le disent, ils se demandent vraiment comment on va pouvoir se sortir de ce problème colonial. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que le consul va rencontrer des jeunes militants algériens. Il demande un entretien, puisque pendant toute la période de 42 à 45, les leaders nationalistes ont été quand même complètement écartés, mis en résidence surveillée. En fait, à force de mettre en résidence surveillée, d'écarter tous les leaders nationalistes, c'est un peu aussi à cause de ça qu'on va se retrouver avec une rébellion menée par des sous-officiers et absolument plus aucun interlocuteur avec qui éventuellement traiter. Mais le problème, c'est que ces jeunes Algériens sont persuadés qu'il n'y a qu'une solution avec la France, c'est la force. Le consul essaye de leur dire, mais vous comprenez, bon, il faut laisser passer un peu le temps, les choses vont s'améliorer. Et les musulmans algériens disent, l'histoire nous a appris qu'il n'y a qu'une solution avec les Français, avec la France, c'est la force. Et ils disent très clairement qu'ils savent ce à quoi ils s'attendent, c'est-à-dire une répression, mais que, voilà, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution négociée, il n'y a pas de possibilité de discuter avec le pouvoir français. Donc on est dans une décolonisation qui, de toute façon, va tourner à la catastrophe, alors que les Britanniques
ils vont s'en sortir mieux que nous. Les Britanniques, ils n'ont pas perdu 25 000 soldats dans une de leurs anciennes conquêtes. Ils ont fait ça à peu de frais. Mais la grande différence des Britanniques, évidemment, il n'y avait dans aucune de leurs colonies une colonie de peuplement identique, comparable à celle que nous avions en Algérie. Alors, c'est pas des colonies. On peut le serait. Ils étaient indépendants. Ils étaient déjà indépendants. Bien sûr, oui, bien sûr, ils étaient indépendants. Alors, il faut bien dire que le consul, il est à Alger. Et quand, le 8 mai, l'insurrection éclate, on a très peu de nouvelles. Sa première dépêche, elle date de 2 jours après. Il se fait d'ailleurs un peu le lendemain, si j'ose dire, remonter les bretelles par le Foreign Office, qui lui dit, dites donc, on sait fort peu de choses de ces événements qui nous ont l'air graves. Alors là, il va quand même aller au renseignement et il va recueillir toutes les informations, en particulier auprès de ces officiers australiens. Et il raconte cette scène qu'on connaît tous, ce cortège de toute évidence organisé par la branche locale du Parti du peuple algérien, portait des banderoles avec des inscriptions telles que, on connaît les abat le colonialisme fasciste. Quand le cortège, très discipliné, sous le contrôle de la police, arriva en face du bureau de la compagnie A du 44e bataillon de l'armée de l'air sud-africaine, un policier essaya de s'emparer de la banderole où on lisait « Libérez Messaliadj ». Une bagarre a alors éclaté, un policier a sorti son revolver et tué un indigène, d'autres coups de feu ont tiré, et il raconte donc le déroulé de l'émeute. Les déclarations concernant la cause de la bagarre initiale ont été corroborées par l'officier commandant de la compagnie A du 41 et par des témoins oculaires français. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois qu'on a des gens qui, sur place, ont vu la fusillade. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a eu de nombreux témoignages français, mais là, c'est un témoignage de l'extérieur, de quelqu'un qui décrit le début de l'insurrection. Alors, par la suite, évidemment, se pose de façon récurrente en France, depuis cette date-là, le nombre des victimes. Combien y a-t-il de victimes ? Voilà ce qu'il écrit. Le nombre de morts parmi la population indigène ne sera jamais connu avec précision. Aucune déclaration publique n'a été faite à ce sujet. Le gouvernement général m'a dit que le nombre des tués se situait entre 900 et 1000, mais les autorités médicales françaises estiment qu'il y a eu au moins 6000 tués et 14 000 blessés. D'autres estimations sont beaucoup plus élevées. La situation a poussé les autorités à prendre des mesures drastiques, et celles-ci, impitoyables, ont été efficaces et, vu les circonstances, étaient peut-être justifiées. On voit bien qu'on est aussi le 8 mai 1945, il y a une guerre qui a tué des millions de personnes. On n'est pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Le fait que les troubles aient été limités à cette région de l'Algérie semble montrer que, contrairement à la version officielle, le soulèvement n'a pas été prémédité ou directement inspiré par le mouvement nationaliste, mais a été une révolte spontanée d'une partie de la population qui a toujours été turbulente au tir provocateur d'un policier assétif. Il n'y a aucun doute sur le fait que tout était en place pour une révolte à laquelle les autorités s'attendaient. Cette région a gravement souffert du manque de nourriture et de vêtements pendant l'hiver, qui était exceptionnellement froid, au point qu'on n'était pas loin d'une famine. Pendant un certain temps, il n'y a pas eu de distribution régulière de céréales. Certaines localités n'en ont pas eu durant 2 mois, et les habitants étaient obligés de se nourrir de racines. Il est donc certain que la propagande du PPA et des Amis du Manifeste des Libertés a trouvé un terrain favorable. Alors, ce qui est assez terrible, c'est que quand on ouvre le dossier, là-bas, aux archives, un gros dossier avec toutes les dépêches du consul, il y a une mention dessus, écrite à l'encre rouge, non signée, qui est très violente, une Britannique qui ne doit pas du tout être francophile, qui dit « Il est à noter que la première cause de la révolte est qu'un policier français a perdu la tête. Je suis certain qu'autant de sang n'aurait pas coulé si les militaires français n'avaient pas aussi vivement désiré perpétrer un massacre. Comme l'ont démontré les événements en Syrie, les Français ne savent pas gérer les troubles indigènes. » Voilà. Bon. Ça, c'est très britannique. Évidemment, c'est très britannique. Non, mais on est dans une lutte d'influence, mais réellement avec aussi une incompréhension de ce que va être l'avenir. Pour les anglo-saxons, évidemment forcés par les Américains, les Britanniques, ils n'ont pas énormément de choix. Mais quand même, il a fallu faire table rase il va falloir faire table rase, et ils sont en train de le faire. Ce qui n'est pas du tout le cas des Français qui, eux,
ne conçoivent pas seulement, il n'y a pas un politique français à l'époque, même parmi les gens les plus à gauche, même parmi les communistes avant-guerre, qui pensent que l'Algérie peut ou doit être indépendante. Il n'y a pas ce mouvement de pensée. Il est, peut-être de quelques personnes, mais ce qu'il dit à la fin est surtout très intéressant. On peut probablement affirmer que le mouvement nationaliste algérien a été maîtrisé, mais il serait peu judicieux de dire qu'il a été éradiqué. La destruction impitoyable de villages et le massacre sans discernement de femmes et d'enfants ne seront jamais oubliés. Le mouvement passera forcément dans la clandestinité pendant un certain temps, mais ressurgira ensuite sous une autre forme. C'est ce que dira le général Duval, je crois, qui dit « Je vous ai acheté 10 ans de paix. » Hein. C'est une légende, ça. C'est une légende peut-être, mais il faut aller dans tous les livres d'histoire, donc j'en profite. Donc, sur cet entretien avec les jeunes nationalistes, évidemment... Il donne les noms? Non, il ne donne pas les noms. Ah. Non, il ne donne pas les noms. Chouki Mostafaï a été contacté. Ouais. Qui donc? Mostafaï, l'ophtalmo. Il me l'a dit. Elle a dit qu'il était en contact avec le consul britannique. Oui, il transportait des armes dans les babords. Oui. Mais enfin, après avoir écouté les propos de mes visiteurs, j'ai cherché à les raisonner en leur disant que les Algériens ne pouvaient pas s'attendre à obtenir leur indépendance dans un futur proche et qu'ils ne seraient pas capables de se tenir debout tout seuls, même s'ils l'obtenaient. Ils ont répondu que cela serait peut-être le cas, mais qu'ils souhaitaient essayer malgré tout. J'ai ensuite tenté de les convaincre que le gouvernement français actuel avait montré qu'il avait des opinions éclairées sur le problème colonial. Leur réponse était que les Français n'étaient pas les Britanniques et qu'ils ne feraient rien à moins d'y être forcés. Donc, il y a quand même, à ce moment-là, quand on lit, surtout avec cette façon de raisonner britannique, une chose est sûre, on a maté la révolte, mais elle reviendra, et c'est pour les jeunes militants algériens, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qui est frappant quand on lit tous ces documents, c'est que véritablement, on n'est pas prêt à un changement de paradigme, pas du tout. Et d'un autre côté musulman, c'est une certitude aussi, il n'y aura que la guerre, une guerre civile, qui permettra de sortir et de favoriser leur indépendance. Voilà l'essentiel. J'insiste sur le fait que la différence est fondamentale. Hein. Les Britanniques vont entamer une décolonisation qui va s'achever en 62 à peu près, qui sera douloureuse, hein, mais effectivement ils ne connaîtront pas les mêmes dégâts que nous en Indochine et ensuite en Algérie.